Salut Sophia. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sophia, tu es chef d'entreprise et candidate tête de liste à Paris sur la liste Pouvoir vivre en Île-de-France, emmenée au niveau régional par Clémentine Autain. Hier a d'ailleurs eu lieu votre dernier et seul, je crois, à cause de la crise sanitaire, meeting de campagne. Enfin, je dis meeting, mais ça n'en était pas vraiment un, puisque c'était une manifestation revendicative, vu qu'il n'y avait pas le droit de faire un meeting officiellement. Alors, tu y étais. Aujourd'hui, un sondage IFOP pour LCI donne votre liste à 11%, à égalité avec celle d'Audrey Pulvar pour le PS et devant celle de Julien Bayou pour EELV, toujours loin derrière LREM, le Rassemblement National et Valérie Pécresse. Mais il y a quand même une chance d'être la première de la gauche. Pourquoi c'est important, ou plutôt, qu'est-ce que ça change si c'est votre liste qui arrive en tête de la gauche au premier tour ? Bon, déjà plusieurs choses. Depuis plusieurs mois, nous on fait campagne pour être en tête de la gauche. Parce que d'entrée de jeu, Clémentine Autain a proposé qu'on fusionne pour le deuxième tour les trois listes de gauche et on pense très sérieusement pouvoir prendre la région à Valérie Pécresse, qui pour le moment est donnée gagnante. Et cette chance, qui n'est pas un risque en fait, mais ce risque pour Valérie Pécresse, cette chance pour nous, existe. Notre difficulté, parce qu'on en a une durant toute cette campagne, c'est le peu d'intérêt des gens pour cette élection, des électeurs. Nous, on l'a vu sur le terrain, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, les gens ne savent même pas parfois qu'il y a une élection. Il y a une responsabilité collective qui relève plutôt des pouvoirs publics et d'information et des médias, qui est de faire connaître cette élection, de faire connaître son importance. Il y a aussi une responsabilité collective qui est celle des politiques qui finalement découragent depuis quelques années les gens d'aller voter. Et nous, on a fait tout un travail depuis des mois pour convaincre les gens d'aller voter. On a fait un travail de terrain aussi pour informer sur cette élection. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que tous les sondages, celui qui sort, mais les précédents aussi, donnent les trois listes de gauche dans un mouchoir de poche. Mais on n'est pas loin de la barre des 10. Et pour que les électeurs comprennent bien l'importance de la barre des 10%, c'est qu'elle est éliminatoire pour le deuxième tour. Donc si on ne passe pas la barre des 10%, on est éliminé du deuxième tour. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque qu'aucune des trois listes de gauche, finalement... Il y a un risque. Il y a un risque et il faut en tenir compte. Il faut que les électeurs de gauche aient conscience de ce risque et qu'ils aillent voter le 20. Il faut qu'ils aillent voter, et moi je leur dis de voter pour la liste de Clémentine Autain parce que les derniers sondages, ils sont 5, montrent une dynamique en faveur de notre liste à gauche. Je pense qu'on est plus ou moins en tête de la gauche dans les sondages et il y a vraiment une chance de mobiliser autour de la candidature de Clémentine Autain plus qu'autour des autres candidatures. Pour des raisons diverses, qu'il ne s'agit pas de pointer ici, mais Clémentine Autain est la personnalité finalement qui s'est révélée dans cette campagne régionale à gauche, par sa stabilité, par son sérieux. On a fait un gros travail de programme sur le programme. Et les Verts aussi ont fait un gros travail sur le programme et je pense qu'on a beaucoup de points communs. On n'a pas en tout cas d'opposition sur la vision de la région Île-de-France. Mais la personnalité de Clémentine par rapport à celle des autres candidats est plus stable, plus sérieuse. Elle est à la fois en dehors de Paris, elle correspond à la banlieue parce que c'est une élue de banlieue. Elle est aussi plus expérimentée. Elle a l'habitude du débat national. Donc moi, je demande aux électeurs de gauche de nous faire confiance, de nous porter en tête de la gauche. Et d'une certaine façon, j'appelle à un vote utile pour Clémentine Autain, pour éviter que toutes les listes de gauche soient éliminées du deuxième tour, premièrement, et pour permettre un rassemblement et une dynamique large pour le deuxième tour, pour battre Valérie Pécresse. Alors, tu l'as dit, Valérie Pécresse reste loin devant dans les sondages. Au deuxième tour, elle est un peu plus proche, mais elle est presque toujours donnée gagnante. C'est quoi le bilan de Valérie Pécresse ? Dans quel état elle va laisser la région Île-de-France ? C'est ça qui est terrible, c'est que Valérie Pécresse, elle fait tout pour qu'on ne parle pas de son bilan. Et c'est anecdotique, mais ce matin, je participais à un débat où je représentais Clémentine et il y avait la représentante de Valérie Pécresse. Et dès qu'on parle de leur bilan, ils s'agitent et ils nous renvoient à c'est faux. Alors l'argument c'est faux. Et pourtant, on parle de choses très concrètes. Divisé par 2,5 le budget logement, c'est une réalité. Elle vous dit c'est faux, bah argumente. Et non, il n'y a pas d'argument derrière. Elle renvoie au site internet. Vous avez vu le numéro de Valérie Pécresse lors du dernier débat. Et ainsi de suite. Donc, il y a un problème avec le bilan de Valérie Pécresse. C'est que c'est un bilan qui est négatif.
Ce n'est pas un bon bilan sur le plan économique et sur le plan social. La gestion de Valérie Pécresse, c'est la politique d'austérité, 2 milliards d'euros d'économies sur la mandature. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir, au lieu de soutenir l'économie, au lieu de mener des politiques d'égalité territoriale, d'aménagement territorial qui servent tous les franciliens, elle a réalisé des économies au détriment de l'intérêt des franciliens. Ces 2 milliards d'économies, c'est une catastrophe. Mais sa gestion est encore plus honteuse. Je vais vous donner 2 exemples. Elle réalise en pleine crise sanitaire, alors que des gens font la queue pour se nourrir, alors qu'on a besoin, par exemple, d'équiper les lycées de purificateurs, etc. Elle réalise 480 millions d'économies l'année où il ne faut pas les faire. Mais pour autant, elle est en tête dans les sondages et elle est très loin devant dans les sondages. Donc ça veut dire que, mine de rien, elle inspire à beaucoup d'habitants et d'habitantes d'Île-de-France de la confiance et ils se disent qu'ils vont revoter pour elle. Pourquoi ils ont envie de revoter pour Valérie Pécresse ? Il y a 2 choses. D'abord, on a un niveau de participation qui n'est pas celui d'une démocratie. Quand dans une élection de cette importance, seulement 42% des gens déclarent aller voter, c'est plus la démocratie telle qu'on l'entend. Ça devient un peu le suffrage censitaire d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a des catégories sociales qui participent au vote plus que d'autres. C'est un problème, tout le monde le constate. L'abstention dans les quartiers populaires et les classes moyennes et chez les jeunes, par exemple, est extrêmement forte. C'est notre électorat de base. Donc elle, son électorat est mobilisé, premièrement, pas le nôtre. Pour des raisons diverses et variées, c'est celui qui est le plus sensible, en fait, aux trahisons politiques et qui les supporte moins. Les trahisons politiques, et ils ont bien raison d'une certaine façon, on peut les comprendre. Mais une autre chose, le climat général, c'est pas, ce climat-là, il n'est pas là par hasard. Si vous avez 70% des électeurs qui vont vers la droite ou l'extrême droite, c'est pas là par hasard. C'est pas la faute aux politiques uniquement. Je vais vous dire une chose, le système médiatique aujourd'hui est un système discriminatoire. Il n'y a pas de pluralisme politique dans les médias, radio et télé. Il y a une importance démesurée donnée à la fois au gouvernement et à ses représentants, à la majorité, à la fois à l'extrême droite et aux idées de droite et d'extrême droite. Donc on baigne dans cette ambiance-là. Donc oui, ça finit par se répercuter dans les intentions de vote. Mais moi, je reste très attachée à une chose, c'est que la gauche, c'est plus de 30% en Île-de-France, malgré la forte abstention. Donc, et le peuple de gauche, les gens qui sont convaincus que par des politiques sociales, on permet d'accompagner la qualité de vie, l'économie, etc., ces gens-là existent et sont toujours là, ils n'ont pas disparu. Il n'y a pas une éradication du peuple de gauche. Alors, on va maintenant passer à en fait, la vision que porte ta liste pour l'Île-de-France. Quel récit, en fait, tu donnes au constat du réel, finalement, de l'Île-de-France et vers où, toi et Clémentine Autain et tous les gens qui sont présents sur la liste Pouvoir vivre en Île-de-France, vers où vous avez envie d'emmener, finalement, tous ces franciliens et ces franciliennes qui pourraient voter pour vous? Écoute, on est parti du constat. On n'a pas voulu proposer des choses qui soient déconnectées de la situation après plus d'1 an de pandémie. Nous, on s'est dit, il nous faut agir dès le mois de juillet, quand on arrive à la région, en tête de la région à la présidence, il nous faut agir par des mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence, c'est pas des mesures d'urgence sociales pour faire de l'humain et bien évidemment que c'est notre moteur, la dignité humaine, etc. Mais ces mesures sociales, elles ont aussi une finalité économique. Ces mesures sociales, c'est empêcher à tout prix un effondrement de ce qu'on appelle la consommation populaire, qui constitue aujourd'hui plus de 52% du PIB dans notre pays. Si cette consommation populaire s'effondre, la machine économique s'arrête. Donc il faut empêcher cet effondrement. Voilà pourquoi on propose d'agir sur les besoins essentiels et vitaux que sont le transport, la santé, l'alimentaire, la culture et l'éducation, le sport et le logement. Là, on propose des mesures, par exemple, de gratuité dans les transports pour les moins de 25 ans et les bénéficiaires des minima sociaux. Ça dégage de ce qu'on pourrait appeler du pouvoir d'achat. Quand vous n'avez pas à payer votre transport, eh bien, cet argent-là, vous le mettez ailleurs. Pareil pour l'alimentaire. Les jeunes et les familles monoparentales sont celles qui souffrent le plus de la crise alimentaire et qui deviennent dépendantes de l'aide alimentaire. Donc, quand on propose la gratuité dans la cantine, à la cantine pour les enfants de familles qui répondent aux 4 premiers niveaux de quotient familial, ça a un sens aussi dans le pouvoir d'achat.
le logement, la construction de logements, que Valérie Pécresse a diminué considérablement, nous on propose de passer à 37 000 logements par an. Pourquoi? Parce que le logement pèse très lourdement sur les revenus des gens. Donc il faut alléger ça, pas seulement pour les classes populaires, mais aussi les classes moyennes. Donc il faut construire du logement et en plus ça relance la machine économique. Quand la commande publique est là, que les entreprises voient à moyen terme, elles reprennent de la confiance, ça stabilise un peu l'environnement économique. On répond à la fois à des enjeux sociaux, qui sont la création d'emplois, qui sont le bien-être, la qualité de vie, le développement des personnes, des gens, et à des enjeux économiques qui sont faire tourner la machine économique et le carnet de commandes. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la spécificité de l'Île-de-France? Parce que là, quand je t'entends décliner les différentes mesures, hein, qui sont très bien, mais ça pourrait être le même programme, finalement, pour n'importe quelle région en France. Quelle est la spécificité? Qu'est-ce qui fait, en fait, l'unité de l'Île-de-France? Est-ce que toi, tu as envie de faire de l'Île-de-France une Île-de-France puissance économique? Est-ce que tu as envie de faire une Île-de-France plus sociale? Enfin, qu'est-ce que tu as envie de raconter sur l'Île-de-France? Moi, je veux qu'on en termine une bonne fois pour toutes avec l'idéologie et le dogmatisme de l'attractivité du territoire et de la compétitivité internationale. Ça suffit. Et c'est pas nouveau, hein. Ça fait genre 20 ou 30 ans qu'on baigne là-dedans et que les régions ou la ville capitale est pensée dans un contexte de compétition mondiale entre villes et régions qui ne mène à rien si ce n'est à la dégradation des conditions de vie des habitants. C'est une réalité, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. En 10 ans, on perd de la qualité de vie en Île-de-France. Donc il faut déjà rompre avec ce schéma-là. Ça, c'est ce qu'on ne veut plus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut être une région à l'avant-garde des enjeux environnementaux et sociaux. Donc, nous, ce qu'on veut mener, c'est une bifurcation écologique et sociale de l'économie. Ça veut dire quoi? Des modèles de production, de distribution et de consommation. Donc, la région, elle a ce pouvoir-là, par des différentes compétences dont elle dispose, l'aménagement du territoire, l'investissement, la commande publique, elle peut orienter le développement. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Franciliens profitent du progrès social, économique, technologique. Donc ça implique d'une certaine façon une rupture avec les logiques financières, de financiarisation. C'est une grande différence avec Valérie Pécresse. Elle met dans son bilan et elle se vante d'emprunter à des taux négatifs sur les marchés internationaux. Bon, attention, ne soyez pas impressionnés. Hein. C'est pas exceptionnel ou extraordinaire. Les notations des agences, les agences de notation et ces notes qu'elles mettent pour pouvoir emprunter, ne soyez pas impressionnés par tout cela. Il faut revenir au réel et à l'économie réelle. Et nous, on est convaincus d'une chose, c'est que l'avant-garde, c'est l'économie circulaire. Pourquoi? Pas par angélisme, pas par idéologie. Encore une fois, c'est pas ça l'idée. Dans le contexte mondial, vous avez une guerre commerciale entre la Chine, les États-Unis. L'Union européenne est prise au milieu de tout ça, avec ses règles complètement absurdes, ses accords de libre-échange, etc., qui nuisent en réalité aux entreprises européennes, et notamment, on le voit en France. Nous, ce qu'on dit aux entreprises françaises, celles qui veulent jouer sur le marché international, inscrites au CAC 40, etc., qu'elles continuent. C'est pas à elles qu'on doit donner de l'argent public. Elles ont largement les moyens de financer de la recherche et du développement. Elles ont largement les moyens de faire tout ça, les entreprises du CAC 40. Nous, on veut s'orienter vers des entreprises locales qui bénéficient à un circuit local, circulaire donc. On veut de la production locale destinée à de la consommation locale. Et ça, c'est possible dans une région comme l'Île-de-France, qui est largement métropolitaine, qui est très urbaine. Il y a des zones agricoles, effectivement, notamment en Seine-et-Marne, mais ça reste une région très urbaine. On peut quand même imaginer une espèce d'autosuffisance dans plein de domaines, notamment de l'agriculture. C'est une question de volonté politique. Et la région Île-de-France est une des plus agricoles et des plus industrielles de France. Donc on n'a pas de difficulté là-dessus. C'est une région industrielle et agricole. Beaucoup de tertiaires évidemment, mais aussi ça. Donc il faut vraiment orienter les choses. Quand on parle de l'agriculture, ce qu'on produit en Île-de-France est exporté. Nous n'avons quasiment, à part sur quelques légumes, aucune autonomie alimentaire. C'est quand même incroyable. Donc il faut réorienter ça. Nous, on propose de former 15 000 agriculteurs bio, paysans bio, et des métiers de l'agro-industrie, bien entendu. Et on propose, par exemple, c'est pas anecdotique non plus, un plan eau pour la région Île-de-France. Dépolluer les cours d'eau
et empêcher la pollution des nappes phréatiques. Donc on veut lutter contre l'utilisation du glyphosate, par exemple, en Île-de-France. Alors on ne peut pas légiférer là-dessus, mais on peut dissuader les agriculteurs de l'utiliser. Donc on veut développer ça et on veut développer des cultures qui sont consommées en Île-de-France. Pour ça, on mettra en place un label qui concernera toute la restauration, les commerces. Ce sera un label produit d'Île-de-France qui valorisera nos produits. Et pour encourager à consommer ces produits-là en priorité, on crée le chèque francilien, qui est un chèque qui fonctionne un peu comme un titre de restaurant. Si vous mettez 80 € sur ce chèque, la région met 20 €. Donc vous gagnez du pouvoir d'achat en faisant travailler les producteurs et les distributeurs locaux. Alors, on est à moins d'1 an de la présidentielle. Ces élections régionales revêtent donc un caractère un peu particulier. Est-ce que tu penses que l'état des lieux des forces qui va être établi le 20 juin et le 27 juin au soir peut jouer sur ce qui se passera, notamment à gauche, pour 2022 ? Une élection qui a lieu moins d'1 an avant une élection présidentielle, évidemment qu'elle pèse sur l'élection présidentielle. Et cette élection régionale, elle a des enjeux régionaux que nous, on essaye de rappeler sans cesse, mais elle a aussi un enjeu national, surtout dans un contexte de reconfiguration politique, où les lignes sont en train d'être retracées plus ou moins aussi bien à droite qu'à gauche. Donc oui, elle a un impact. D'ailleurs, Valérie Pécresse, parfois on se demande si elle est candidate à la région ou si elle est candidate à la présidentielle. Mais il y a aussi la candidature d'Audrey Pulvar et même la candidature de Clémentine Autain, qui est celle des Insoumis, donc derrière celle de Mélenchon. Nous, on a essayé de bien distinguer les deux parce que nous sommes alliés au Parti communiste dans cette élection. Donc on ne veut pas... Voilà, qui a aussi son candidat. Donc on ne veut pas mêler les deux élections. Mais je vais vous dire les choses très franchement. Si Clémentine Autain est en tête de la gauche et si en plus elle bat Valérie Pécresse, il y a une dynamique formidable pour nous. Ça, c'est indiscutable. Alors, dans l'autre sens, est-ce que, par exemple, le fait que Jean-Luc Mélenchon, donc le candidat des Insoumis, ait été accusé la semaine dernière par une multitude de médias et de responsables politiques d'être un complotiste, est-ce que, on va pas revenir sur le fond de l'histoire, mais est-ce que ça, par exemple, ça peut jouer dans la candidature, par exemple, de pouvoir vivre en Île-de-France de votre liste? Est-ce que ça pourrait avoir un effet négatif ou, je sais pas, peut-être un effet positif? Écoute, je crois que cette polémique fabriquée de toutes pièces n'a pas d'impact sur les gens, finalement. Ceux qui veulent y croire, parce que de toute façon, ils sont soit de mauvaise foi, soit ça les intéresse d'aller dans ce sens-là, mais foncièrement, personne ne croit une seule seconde qu'après avoir été accusé d'antisémite, d'islamo-gauchiste, d'antiflic, etc., ils soient en plus complotistes. Ou alors, il y a une diabolisation, de toute façon, voulue contre Jean-Luc Mélenchon, qui entre dans une stratégie de campagne à la fois d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Donc on diabolise Mélenchon, on essaye de le rendre infréquentable, mais l'impact à force est assez faible. Voire moi je crois même qu'il a un effet positif sur la remobilisation de l'électorat. Ça resserre les rangs. Oui, ça resserre les rangs. Oui, très clairement. J'ai une dernière question, Sophia. Arnaud Montebourg a déclaré il n'y a pas longtemps qu'il avait voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017, car, disait-il, il était une partie de la solution. Mais aujourd'hui, il estime qu'il est au contraire une partie du problème pour 2022. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre ? Moi, je crois que Arnaud Montebourg nous refait le même sketch qu'il fait à chaque fois. En 2017, il avait fait le même scénario. C'est pas très correct de sa part de ne pas avoir voté pour Benoît Hamon, alors qu'il s'était engagé à le faire. Donc, voyez ce genre de personnage, finalement, il ne faut pas leur accorder non plus d'importance qu'ils n'en ont en réalité. Ce qui est intéressant chez Arnaud Montebourg, c'est peut-être cette vision qu'il a de dire il faut un bloc populaire. Nous, on a toujours parlé d'union populaire ou de fédération populaire et on est convaincu contre le bloc bourgeois. Voilà, qu'il faut s'adresser au peuple. Mais c'est la chose intéressante. Après, moi, j'ai maintenant, très clairement, un rejet des propositions d'Arnaud Montebourg, notamment sur le nucléaire. On ne peut pas, et ça va être difficile parce que c'est un vrai clivage. Mais finalement, s'il fait ce qu'il a fait en 2017, il finira par voter Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup, Sophia. Merci à toi.